Dans cette partie, nous allons décrire le modèle du gaz parfait et dans la façon dont le programme est présenté cette année, donc le nouveau programme est présenté, c'est fait de manière un peu surprenante, on va dire, sachant qu'il y a une très grande partie qui est très descriptive, mais très très peu de calcul en fait là-dessus. Et donc je vais dans cette vidéo insister sur les points importants de la partie descriptive, mais en fait dans ce qui est vraiment exigible de vous et ce qui est vraiment utile pour les exercices en particulier, vous allez voir que ça va être assez réduit. Il y aura beaucoup d'informations, mais les informations importantes pour les exercices vont être assez réduites, vous allez voir ici, et ça va être très descriptif. Et on va commencer justement par donner une description du microscopique d'un gaz de manière générale. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gaz parfait, c'est un modèle qui permet de décrire les gaz. Et justement, dans cette partie, on va commencer par décrire ce que c'est un gaz à l'échelle microscopique. Ensuite, donner le modèle du gaz parfait, les hypothèses du modèle du gaz parfait en tout cas, et indiquer les conséquences de cette hypothèse. Et ensuite, on parlera des limites du modèle et on dira justement dans quel cas est-ce que le modèle du gaz parfait est applicable à un gaz réel ou pas. Et en fait, vous allez voir que une des conclusions de cette partie va être que pour les gaz que nous allons étudier en thermodynamique, le modèle du gaz parfait est plutôt adapté. Bien, pour commencer, avant de rentrer dans le détail, je vais vous montrer une petite simulation d'un gaz. Donc c'est une simulation que j'ai prise sur internet, hein, c'est une simulation qui est faite en temps réel, et vous avez une enceinte au milieu de l'écran dans lequel vous avez des molécules en bleu qui se déplacent, et on peut modifier la température et la pression. Donc la pression on la modifie en changeant le volume ou le nombre de particules, on verra ça un peu plus tard, mais on peut contrôler la pression et la température. Et vous voyez en haut de l'écran vers le milieu que j'ai une température de 300 Kelvin, température ambiante, et j'ai une pression qui est proche de une atmosphère. Une atmosphère, donc un bar, c'est les conditions habituelles de l'air qu'on va rencontrer ici. Je vais rajouter un petit chronomètre ici, et éventuellement une échelle pour se rendre compte un peu des choses. Et ce que j'ai rajouté en haut, du coup, c'est un chronomètre, c'est pour vous rendre compte que la simulation qui est faite là, en fait, c'est une simulation qui est sur des très très petites échelles du temps. Donc là, on est sur des temps de quelques dizaines de picosecondes. Un PS, c'est picoseconde. Et un picoseconde, c'est 10-12 secondes. Donc c'est des temps qui sont très très courts. Et l'enceinte ici fait 15 nanomètres de distance. Mais il se trouve que là, on est dans un modèle qui représente pas mal le modèle d'un gaz. Enfin, c'est une simulation qui est représentative, raisonnablement, de l'air à température ambiante. Et on va faire plusieurs observations là-dessus, et ça va être les points de départ finalement du modèle du gaz parfait. Et la première chose dont on se rend compte, c'est évidemment que c'est assez vide. Et ça, normalement, vous le savez déjà, un gaz, à l'échelle microscopique, c'est vide, où vous avez une distance qui est grande entre les molécules. Ça va être la première observation, on va y revenir juste après, on va faire le calcul en fait de l'ordre de grandeur de la distance entre les molécules. Ensuite, deuxième chose que vous voyez, c'est que les molécules vont pas toutes à la même vitesse. Là, vous en avez une qui passe au milieu de l'écran, là, qui va très très vite, et les autres, par contre, vont un peu plus lentes. Et au moment des chocs, vous avez des molécules qui changent de vitesse. Voilà, vous avez au niveau des chocs, les molécules vont échanger de l'énergie et de la quantité de mouvement, et certaines vont partir plus vite, d'autres moins vite. Voilà. Et vous avez pas, les molécules vont pas avoir toute la même vitesse dans le gaz. Voilà, et c'est la deuxième observation qu'on peut faire ici, on en reparlera juste après. Et enfin, on introduira un peu plus tard ce qu'on appelle le libre parcours moyen. Et le libre parcours moyen, c'est la distance que parcourt une molécule entre deux chocs. Et ce qu'il faut bien comprendre avec cette simulation, c'est que le libre parcours moyen n'est pas égal à la distance entre deux molécules. Parce qu'une molécule va pouvoir se faufiler entre les autres molécules avant d'avoir un choc avec une autre molécule. Vous allez avoir un peu d'évitement ici. Le libre parcours moyen, donc la distance qu'une molécule parcourt entre deux chocs consécutifs avec les autres molécules, est plus grande que la distance entre les molécules. Voilà, donc ça c'est vraiment les observations. Et évidemment, une autre observation qui est évidente que j'aurais pu faire dès le début, c'est que les molécules ne sont pas immobiles, elles sont mobiles, elles bougent, elles ont une certaine vitesse. Elles n'ont pas toutes la même vitesse, mais elles ont toutes une certaine vitesse ici. Bien.
Reprenons le cours et on va commencer par calculer la distance entre deux molécules dans l'air. Pour ça, on va se baser un peu sur des ordres, enfin, ça va être un calcul en ordre de grandeur et on va se baser sur des ordres de grandeur que vous devez raisonnablement connaître. Première chose, c'est la masse volumique de l'air. La masse volumique, je vais noter ρ, ça vaut 1 kg par mètre cube. Deuxième chose qu'on va pouvoir connaître, c'est la masse molaire de l'air. Alors la masse molaire de l'air, ça va être de l'ordre de 29 grammes par mol. Donc on va mettre 3 10-2 kg par mol. À partir de là, je vais pouvoir calculer ce qu'on appelle le volume molaire de l'air. Donc volume molaire, c'est, donc V, je vais le noter petit v m, c'est le volume qu'occupe une mole d'air. Voilà. Et donc ça va être égal à la masse molaire divisé par la masse volumique. Et donc ça va être exprimé en mètres cubes par mol. Je vais l'indiquer après juste pour que ce soit bien clair. Et donc là l'idée c'est de dire que une mole de... Enfin c'est d'indiquer le volume qu'occupe une mole de gaz. Et donc ça c'est le volume qu'occupe encore une fois un mètre cube. Et c'est le volume qu'occupe une mole de gaz. Ce qui va m'intéresser c'est le volume que va occuper une molécule de gaz. Et on sait que dans une mole il y a 6,02 fois 10 puissance 3 molécules de gaz, c'est le nombre d'Avogadro. Donc pour avoir le volume qu'occupe une molécule, donc associé à une molécule, donc je vais le noter V1M, une molécule, ça vaut le volume molaire divisé par le nombre d'Avogadro, qui est le nombre de molécules dans une mole. Et donc ça va me donner la masse molaire de l'air divisé par ρ fois Na. Alors faisons l'application numérique. Donc ça fait 3 fois 10 puissance 2, moins 2, le moins 2 qui manquait ici, divisé donc par 1 pour la masse molaire, la masse volumique, fois le nombre d'Avogadro, donc 6 fois 10 puissance 23 molécules par mol. Et donc ça va me donner, donc 3 divisé par 6, ça va faire 0,5. 10 moins 2 divisé par 10 puissance 23, ça fait 10 puissance moins 25. Donc ça me fait 5 fois 10 puissance moins 26. Et on est en mètres cubes. Voilà, donc ça veut dire que si j'imagine un gaz, donc je vais faire une boîte. Donc ça, c'est une boîte qui va contenir un gaz. Vous avez des molécules dans ce gaz, dans cette boîte, donc c'est les molécules qui constituent le gaz. Et ce qu'on vient de calculer en ordre de grandeur, c'est que en moyenne, le volume qu'occupe une molécule, c'est ce volume-là. Alors, occuper évidemment une molécule, c'est beaucoup plus petit que ça, c'est plus que ce volume, mais ça veut dire que si vous isolez par la pensée un volume qui vaut 5 fois 10 moins 26 mètres cubes, vous allez avoir une molécule en moyenne là-dedans. Donc c'est le volume moyen dans lequel vous trouverez une seule molécule. Là, en moyenne, dans ce volume-là, vous n'aurez pas deux molécules, vous n'aurez pas quatre, vous n'aurez pas... Là, vous aurez en grande probabilité vous avez une grande probabilité de trouver une molécule dans ce volume-là, que vous allez pouvoir isoler par la pensée. Et donc ce qu'on va définir comme étant la distance, donc je peux appeler A le côté de ce petit volume, et en ordre de grandeur, A c'est égal à la racine cubique de ce volume. Si on suppose que le volume est un cube,
on a ça, mais de toute façon ça sera valable en ordre de grandeur, à moins que le volume soit très tordu. En général, ça va être valable. Même si on considère que le volume est une sphère, il y a un coefficient pi qui va, enfin un 4 tiers de pi qui va traîner, mais l'ordre de grandeur sera le bon. Donc c'est une racine cubique, ici je vais bien la faire, comme ça. Et donc, ça veut dire que la distance entre deux molécules, ça va être aussi de l'ordre de A, parce que finalement, vous avez deux molécules qui vont être chacune dans un cube de distance, qui vont être distantes de A. On peut imaginer que les molécules sont au centre de leur cube, et donc à ce moment-là, les molécules vont être distantes d'une distance qui est égale au côté. Et donc A, c'est finalement la distance entre deux molécules. Donc je peux faire l'application numérique, à ce moment-là je vais prendre la racine cubique de ce terme qui est ici. Alors racine cubique de 5, on va être très proche de 1. Et racine cubique de 10 puissance moins 26. Donc ça fait moins 26 divisé par 3. Et ça, alors pour l'instant je vais garder le racine cubique de 5, on va peut-être pouvoir l'approximer. Alors ça je vais l'approximer par 10 puissance moins 27 moins 1 tiers fois 10 puissance moins 27 divisé par 3. Et ça va me donner du coup, alors c'est plus 1 tiers pour que ça marche bien. Et 10 puissance moins, surtout que je vais faire apparaître un multiple de 3 en fait, c'est ça l'idée. Et donc ça va me faire moins 9 à l'exposant ici. Et ici, alors vous avez 10 puissance racine, donc vous avez racine cubique de 50. Ici, si je le simplifie, donc ça c'est 10 puissance 1 tiers, ça fait racine cubique de 10. Donc ça me fait racine cubique de 50 fois 10 moins 9. Et donc racine cubique de 50, 4, 4 au... ça fait pas loin de 4 en gros. Et donc ça me fait 4 fois 10 moins 9 nanomètres. Voilà, et une molécule, ça fait quelque chose de l'ordre de 0,2 nanomètres. Donc vous allez commencer à avoir un facteur 20-30 entre la taille d'une molécule et la distance entre les molécules. Et ça correspond évidemment à la simulation que je vous ai montré juste avant, que les molécules sont quand même relativement loin les unes des autres. En fait, si vous voulez un peu vous projeter à notre échelle, vous pouvez vous imaginer que euh, si une molécule faisait votre taille, donc si une molécule mesurait 2 mètres, alors la plus proche voisine serait à une distance de l'ordre d'un terrain de foot. Bon, en ordre de grandeur, un peu plus petit, mais c'est l'ordre de grandeur que vous pouvez avoir. Encore une fois, l'idée est vraiment de retenir que le gaz, globalement, c'est vide, que la distance entre deux molécules, elle est grande devant la taille d'une molécule. Okay, donc voilà, ce qu'il faut vraiment comparer, c'est les 4 nanomètres que je viens de trouver ici, en gros les 5 nanomètres, hein, les quelques nanomètres que je viens de trouver ici, quand on est en ordre de grandeur, par rapport à la taille d'une molécule qui est plutôt de l'ordre de 0,2 nanomètres. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Et donc, ça va vraiment être la première hypothèse du modèle du gaz parfait, ça va être d'exploiter ça, de dire qu'en fait les molécules elles sont très très loin les unes des autres. Euh, Deuxième observation qu'on a pu faire, c'est que les molécules n'ont pas toutes la même vitesse. Donc si je refais un peu mon schéma, alors je pourrais vous remontrer la simulation, mais faisons un schéma juste pour aider à visualiser ce qu'on a vu. Donc si j'ai des molécules qui sont comme ça. Alors je parle de molécules, mais ça peut être des atomes, hein, ça va dépendre de ce qu'on va étudier comme système. Vous allez avoir des molécules qui vont avoir un grand vecteur vitesse, d'autres qui vont avoir un petit vecteur vitesse. Voilà. Alors, évidemment, j'avais insisté dessus, déjà, c'est déjà une première observation, c'est qu'on n'a pas toutes le même vecteur vitesse. Par contre, euh, vous n'allez pas avoir d'inhomogénéité dans le système. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un endroit de l'espace dans lequel les vitesses iront plus vite et d'autres iront moins vite. Elles n'auront pas toutes la même vitesse, mais en moyenne, ça sera un peu partout pareil. Et en particulier, elles vont pas toutes. Enfin, il y a autant de molécules qui vont vers la gauche que vers la droite en moyenne. Il n'y en a pas certaines qui vont. Enfin, il n'y a pas toutes qui vont vers la gauche et aucune qui va vers la droite. D'accord. On parle d'isotropie, elles vont toutes un peu dans les mêmes directions. Alors, et pour finir, ce qu'on a introduit, c'est le libre parcours moyen.
qui est la distance moyenne que parcourent des molécules entre deux chocs. Donc si je refais mon schéma, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le libre parcours moyen, il va être plus grand que la distance moyenne entre les molécules. Bon, je vais refaire un schéma avec des molécules, comme ça, avec des vecteurs vitesse un peu aléatoires. Alors, évidemment, je vais bien les choisir pour ce que je vais dire ici. La distance entre les molécules, on vient de la calculer, on avait dit que c'était de l'ordre, donc c'est ici, de l'ordre de quelques nanomètres. Donc je vais mettre 5 nanomètres. Et cette molécule-là, le libre parcours moyen, c'est la distance que parcourt une molécule entre deux chocs. Le premier réflexe, c'est de se dire que le libre parcours moyen, c'est égal à la distance entre deux molécules, mais c'est faux. Et là, on le voit directement sur le schéma. Ici, vous avez 5 nanomètres entre ces deux molécules-là, et cette molécule-là va pas du tout rentrer dans sa plus proche voisine. En fait, le libre parcours moyen, c'est la distance entre deux chocs consécutifs, mais les chocs consécutifs n'ont pas lieu entre les deux plus proches voisins. Et donc, le libre parcours moyen serait plus grand en général que la distance moyenne. On donnera des ordres de grandeur après, je crois pas. Enfin, l'ordre de grandeur pour l'air, en gros, c'est de l'ordre de 50 nanomètres. C'est-à-dire que la distance entre deux molécules plus proches voisines, c'est 5 nanomètres, mais une molécule va parcourir 50 nanomètres avant de rentrer en contact avec une autre molécule. Donc vous allez vraiment avoir des évitements. Ça vient du fait que le gaz, c'est quand même globalement vide, et donc vous pouvez vous déplacer en ligne droite sans rencontrer d'autres molécules pendant une très grande distance. Voilà, donc avec ces observations-là, alors j'ai fait sur des simulations où j'avais un petit calcul d'ordre de grandeur, mais c'est représentatif de ce qui se passe à l'échelle moléculaire. À partir de ces observations, on va rentrer dans le cadre du modèle du gaz parfait, et il faut connaître les hypothèses. Les deux hypothèses, vraiment les plus simples, c'est de dire que les molécules sont ponctuelles et qu'elles n'interagissent pas entre elles. Et ça, on va utiliser plusieurs arguments pour formuler ces hypothèses. D'une part, le fait que c'est ponctuel, ça vient du fait que elles sont... Non, j'ai écrit en dessous, taille de molécule. Dire que la taille des molécules est petite devant la distance entre les molécules. Distance entre les molécules. Et donc, on va pouvoir négliger la taille des molécules, ce qui revient à supposer qu'elles sont ponctuelles. Voilà, c'est la première hypothèse du modèle du gaz parfait. On néglige l'extension des molécules, on néglige le volume qu'occupent les molécules, et ça va avoir des conséquences. Hein. On pourra mesurer une limite à ce modèle dans des conditions très particulières, mais ça a des conséquences. Et la deuxième hypothèse, c'est que les molécules n'interagissent pas entre elles. Alors, je vous rappelle que les molécules, dans un gaz, elles interagissent par le biais des interactions de Van der Waals. Les molécules peuvent se polariser, et elles peuvent donc avoir des dipôles électrostatiques induits, et ces dipôles électrostatiques vont interagir entre eux. Je vais faire un petit schéma avec deux molécules. Vous avez une molécule bleue ici, par exemple deux molécules de diazote, hein, tout simplement, si on parle de l'air. Et ces deux molécules peuvent présenter un moment dipolaire induit, P, comme ça et comme ça. Et ces moments dipolaires vont interagir entre eux. Il y a des interactions de Van der Waals. Et on connaît l'allure de l'interaction de Van der Waals, de l'énergie associée à l'interaction de Van der Waals. Donc là, je vais tracer l'énergie de la liaison de Van der Waals en fonction de la distance entre deux molécules. Et vous avez une interaction qui est répulsive à courte distance et attractive à longue distance. Et ici, le minimum, il est pour quelques 0,2 nanomètres en ordre de grandeur. Et là, nous, ce qu'on dit, c'est qu'en moyenne, les molécules, elles sont plutôt ici. La distance entre... je vais mettre une autre couleur. La distance entre les molécules, c'est plutôt ici. Les 5 nanomètres que j'ai calculés tout à l'heure, les 4 nanomètres que j'ai calculés avant, c'est plutôt ici. Et donc, vous êtes à un endroit où l'énergie de Van der Waals tend vers 0. Donc, vous pouvez considérer que les molécules sont loin les unes des autres d'un point de vue des interactions de Van der Waals. Et donc, on va pouvoir négliger les interactions de Van der Waals dans les molécules. Alors évidemment, au moment des chocs, parce qu'il y a quand même des chocs entre les molécules, il n'y a pas d'interaction. Et à ce moment-là, il va y avoir des interactions de Van der Waals.
Mais en fait, on va, ne pas- on va négliger ces chocs. En fait, on va négliger, enfin, on va considérer qu'il n'y a pas de choc entre les molécules dans le modèle du gaz parfait. Alors, on peut discuter de cette hypothèse, c'est un peu plus compliqué que ça, mais euh, le fait qu'elles sont ponctuelles fait qu'en fait, elles se rencontrent jamais. Deux points ne peuvent pas se rencontrer a priori. Donc en fait, on va négliger tout ce qui est interaction entre molécules, à la fois les interactions de Van der Waals, à la fois les chocs à courte distance quand il y en a. Et voilà, ça c'est vraiment deux hypothèses qu'il faut connaître pour le modèle du gaz parfait. Comme j'expliquais au début de cette partie, il n'y a pas grand chose à connaître et à savoir restituer. Par contre, les hypothèses du modèle du gaz parfait, il faut absolument les connaître, au moins ces deux hypothèses-là, et il faut savoir les justifier rapidement. Au moins de manière qualitative, en expliquant avec des phrases, voire avec des ordres de grandeur, c'est encore mieux. Mais ce que je viens d'expliquer là, sur cette slide, il faut être capable de le faire d'une manière ou d'une autre. De plus, alors là, on va faire l'hypothèse que la vitesse enfin que la distribution de vitesse est homogène. Alors on parle de distribution de vitesse parce que la vitesse n'est pas la même pour toutes les molécules. Donc on a une certaine distribution. On va distribuer la vitesse, enfin au sens de probabilité quoi. Une certaine distribution de vitesse au sens des probabilités. Euh, chez les, toutes les toutes les molécules n'ont pas la même vitesse, mais enfin, il n'y a pas d'écart entre différents points de l'espace. Si vous prenez la pièce dans laquelle vous êtes, vous aurez la même distribution de vitesse dans un coin de la pièce que dans un autre coin de la pièce. Il n'y a pas à avoir d'inhomogénéité là-dessus. Et enfin, on a une distribution de vitesse qui est isotrope, c'est-à-dire que les vitesses, il n'y a pas de direction qui est privilégiée. Les molécules vont pas plus vite vers le bas que vers le haut, ou vers la gauche et vers la droite. Alors si on regarde en détail, sous l'effet du poids, elles vont un peu plus vite vers le bas que vers le haut, mais en fait l'effet est négligeable. Vu les masses des molécules, en fait cet effet est totalement négligeable et enfin très 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 difficile à mesurer en pratique et on va pas le prendre en compte. Donc on suppose que les molécules ont les mêmes distributions de vitesse vers le haut, vers le bas et dans toutes les directions dans le plan horizontal. Mais voilà, ces hypothèses-là sont pas très utiles pour la sup, en fait, ce sera plus utile quand vous ferez de l'aspect ensuite. Bien, et à partir de là, à partir du moment où on a énoncé le modèle, on va pouvoir donner des propriétés du modèle du gaz. En fait, donc, encore une fois, on a fait des observations sur un gaz ou sur les simulations d'un gaz, hein. On a fait le calcul pour l'air et on a regardé les simulations que je vous ai montrées, les simulations internet là. On a énoncé les hypothèses du modèle du gaz parfait et ensuite on va trouver un peu des conséquences de ce modèle du gaz parfait. Commençons par parler de la vitesse des molécules et de leur énergie cinétique. Il se trouve que dans le modèle du gaz parfait, on sait calculer la distribution de vitesse des molécules dans un gaz parfait. Et là, je prends une courbe hein, sur Wikipédia tout simplement qui vous montre la distribution de vitesse, c'est en anglais, hein, pour des gaz nobles, donc 4 gaz nobles qui sont indiqués ici, à température ambiante. Donc vous imaginez, vous avez un ballon d'hélium par exemple, et vous regardez la distribution de vitesse dans un gaz. Alors c'est des choses qu'on peut mesurer, hein, parce qu'on peut le mesurer par effet Doppler. Si on regarde les raies d'absorption de l'hélium et qu'on regarde... enfin, on verra un effet dû à l'effet Doppler, parce que les molécules se déplacent, donc c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Là, c'est quelque chose ces courbes-là, on les déduit par le calcul. Alors, ces courbes-là, vous n'êtes pas censé être capable de les interpréter. Je vous les montre juste pour illustrer le cours. Si vous comprenez pas, c'est pas forcément très grave, et c'est juste de comprendre ce que je raconte, au moins qualitativement avec les mains. Alors, intéressons-nous à la courbe du néon, par exemple, qui est assez facile à voir, elle est pas trop petite et elle est pas trop pointue non plus. Donc elle est en orange, est-ce que j'ai du orange? Voilà, parfait. Je vais prendre cette couleur là. Et donc c'est la courbe qui est en orange, qui est ici. Et donc la courbe qui est indiquée ici, ça montre la probabilité de trouver une certaine vitesse. Et là, cette courbe, ce qu'elle nous dit, c'est que le maximum de la probabilité qu'on va trouver, c'est pour 500 mètres par seconde. Et donc, si on mesure la vitesse des molécules, on a la probabilité la plus grande de trouver une vitesse de 500 mètres par seconde. Mais toutes les molécules n'ont pas 500 mètres par seconde. Il y a certaines molécules qui ont une vitesse plus faible, et il y a des molécules qui ont une vitesse plus grande que 500 mètres par seconde. Alors, on peut interpréter cette probabilité en termes plus précis, mais c'est pas le but du cours. Là, l'idée est plus de vous indiquer un peu l'idée de ce que ça représente. Et encore une fois, il faut bien se rendre compte, c'est qu'il y a une distribution de vitesse. Toutes les molécules n'ont pas la même vitesse. Il y a une vitesse qui est la plus probable, donc ici 500 mètres par seconde, mais il y a des molécules qui iront plus lentement, donc c'est ce que j'entoure ici. Hein. Il y a une certaine probabilité d'aller un peu plus lentement, et il y a une certaine probabilité d'aller un peu plus rapidement.
Et on peut faire pareil avec l'hélium qui est en bleu ici. L'hélium, à température ambiante, les molécules vont aller un peu plus vite. Alors ça va aller un peu plus vite parce que ce qui est important, c'est pas la vitesse, c'est l'énergie cinétique. Et les molécules d'hélium sont plus légères, et donc elles vont aller plus vite à énergie cinétique constante. On va en parler juste après, mais la température, en fait, c'est une mesure de, en gros, l'énergie, de l'agitation thermique, et donc de l'énergie cinétique. Et donc, des gaz en température ambiante ont toutes la même énergie cinétique. Les molécules ont toutes la même énergie cinétique, mais du coup, comme elles n'ont pas la même masse, elles n'ont pas la même vitesse. Et voilà, vous voyez que pour l'hélium, vous avez une vitesse qui est la plus probable, donc la maximum de cette courbe de distribution qui est vers 1000-1100 mètres par seconde. Donc c'est des vitesses qui sont assez grandes quand même. Mais vous avez des molécules qui pourront aller plus vite ou moins vite. Et cette distribution, elle dépend aussi de la température. Alors là, j'ai une courbe pour le dioxygène, c'était pas écrit ici, mais ça c'est une courbe pour le dioxygène. Et ça c'est la température en degrés Celsius. Et donc vous voyez qu'à basse température, vous avez un maximum qui est plutôt vers 300 mètres par seconde. Donc à moins 100 degrés Celsius. À température ambiante, donc 20 degrés Celsius, vous êtes plutôt vers 400. C'est le point que je mets ici. Et à température plus élevée, donc quand vous chauffez un peu, à 600 degrés, vous êtes plutôt vers 700 mètres par seconde. Et encore une fois, ça c'est la vitesse la plus probable. C'est la vitesse à laquelle vous avez plus de chances de trouver vos molécules ici. Mais voilà, ça, vous avez la vitesse, l'ordre de grandeur des vitesses qui augmente quand la température augmente, ce qui rejoint cette notion d'agitation thermique dont on a parlé pour la température. Et donc on a une distribution de vitesse, et on va pouvoir caractériser cette distribution avec des grandeurs. Et ça, genre, prenons un exemple, il y a des fois, quand je vous rends vos copies, vous n'avez évidemment pas tous la même note, et je vais vous donner des chiffres pour caractériser la distribution des notes. Il y a une certaine distribution de notes, et je vais vous donner des chiffres. En général, ce que je vous donne, c'est que je vous donne la moyenne. Et la moyenne, je le mets à 12 en général, donc il y a une moyenne de 12 sur 20 pour les notes. Et je vous donne l'écart type en général. Il y a un écart type de 3 points en général, 3-4 points. Voilà, donc il y a une certaine distribution qui a un histogramme qui est assez compliqué. Mais pour décrire cet histogramme, je peux faire un exemple à l'écran ici, je vous donne souvent un histogramme avec des notes, donc ça ressemble un peu à quelque chose comme ça, un histogramme de notes. Et donc pour décrire cet histogramme, je vous donne l'histogramme, mais aussi ce que je vous dis, je vous donne la moyenne, qui est à 12, et je vous donne un écart type, delta n. Donc on donne des chiffres pour caractériser une distribution. Et là on va pouvoir faire pareil. Et il y a plein d'autres chiffres qu'on pourrait donner pour caractériser cette distribution. Là, je vous en parle de temps en temps, je vous parle du médian. Le médian, c'est la note qu'a le 24e. Enfin non, vous êtes plus 48 dans la classe, vous êtes 45 maintenant. Et le médian, c'est la note du 22e. C'est la note de la personne qui est classée au milieu de la classe. Et la médiane ne correspond pas à la moyenne, forcément. Ça dépend un peu des choses. Donc il y a plein de manières il y a plein de chiffres qu'on peut donner pour décrire une distribution. Et donc là, ce qu'on pourrait faire pareil. On pourrait pour la distribution de vitesse, on pourrait donner plein de chiffres différents. On pourrait donner la vitesse moyenne, on pourrait donner le médian, on pourrait donner la vitesse la plus probable. Finalement, c'est ce que j'ai fait jusque-là, j'ai donné uniquement la vitesse la plus probable de ce que j'ai donné. Mais en fait, la grandeur qui est pertinente en thermodynamique, c'est pas forcément ces vitesses-là. On va pas trop parler de vitesse moyenne et de vitesse médiane, c'est pas ça qui est pertinent. Par contre, c'est ce qu'on appelle la vitesse quadratique moyenne. Et ça, c'est une grandeur qui est ultra pertinente parce que c'est une grandeur qui va être reliée à l'énergie. Alors, c'est quoi la vitesse quadratique moyenne? C'est la formule, elle est donnée ici. Je vais la détailler. Alors P, c'est les molécules. P, c'est, en gros, je vous donne les molécules. Et les barres que j'indique ici, les petits crochets ici, c'est ce qu'on appelle la valeur moyenne sur toutes les molécules. Une valeur sans S. Voilà. Valeur moyenne sur toutes les molécules. D'accord, c'est bien ça qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on fait la moyenne. On prend. Enfin, en gros, concrètement, ce qu'on va faire, c'est que. Et c'est au carré. Tout ça qui est important, c'est que c'est au carré. C'est quadratique, c'est au carré. Ce qu'on va prendre, c'est qu'on fait on prend la liste des vitesses des molécules, donc on prend la distribution de vitesse que je vous ai montré précédemment, on prend la liste des vitesses, donc on a V1, V2, etc. On prend toutes les vitesses
de nos molécules, et je vais les élever au carré. Et c'est ça qui est encore important, c'est la vitesse quadratique. Je vais mettre le bleu la même couleur pour bien suivre le code couleur, donc V au carré, donc j'élève au carré. Et après, je prends toutes ces molécules-là, toutes ces vitesses au carré que j'ai calculées, et on fait la moyenne. Donc à ce moment-là, j'ai la moyenne, donc ce que je vais dessiner comme ça, la vitesse, la valeur moyenne des vitesses au carré. Donc c'est ce que ça représente ces crochets. Et ensuite, je prends la racine de ce truc-là. Je prends la racine. Et ça va me donner ce V étoile, cette vitesse quadratique moyenne. C'est une grandeur qui est homogène à l'énergie, mais qui est la racine de la valeur moyenne des carrés. Donc c'est un lien avec l'écart type, d'accord. Il y a une sorte de lien avec l'écart type qui apparaît ici, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et là, ce qu'on va faire ici, c'est pas de trouver un lien, enfin un sens statistique, c'est on va trouver un lien avec l'énergie, en fait. Et une manière de voir les choses, c'est donc, je vais faire mon schéma avec toutes mes molécules. Ici, donc là, j'ai mon enceinte, et dans mon enceinte, je vais avoir des molécules. Et toutes ces molécules ont une certaine vitesse. Je vais dessiner un V1, V2 ici. Toutes ces molécules ont une certaine vitesse, et elles n'ont pas toutes la même vitesse. Ce que je vais faire, c'est que je vais calculer l'énergie cinétique totale de ces molécules. Et donc, l'énergie cinétique totale de ces molécules, ça va être la somme de I égale 1 à N des 1 demi de... Alors, je vais supposer qu'elles ont toute la même masse, et ça va me faire VI au carré. Et ensuite, donc là j'ai l'énergie cinétique totale, et cette énergie cinétique totale, je vais aller la redonner de manière équitable à toutes les molécules. Cette énergie cinétique, là au début, initialement, les molécules n'ont pas du tout la même énergie cinétique. Alors je vais bien insister sur les vecteurs vitesse, j'en vais faire des plus grands et d'autres plus petits. Voilà. Comme ça, comme ça. Elles n'ont pas du tout la même énergie cinétique. Je vais l'écrire ici. Pas la même EC. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire, enfin, je vais mettre un petit EC pour dire que c'est pour toutes les molécules. Et donc je vais faire la somme de l'énergie cinétique. Donc là j'ai l'énergie cinétique totale. Et ensuite je vais diviser l'énergie cinétique par n. Et je vais redonner toute cette énergie cinétique aux molécules. Et à ce moment-là, elles auront toutes la même vitesse, parce qu'elles auront toutes la même énergie cinétique. Et la vitesse que les molécules ont à ce moment-là, ben c'est cette vitesse quadratique moyenne. À ce moment-là, je vais faire des vecteurs vitesse tous de la même taille à peu près, comme ça. Et la norme de tous les vecteurs vitesse qui sont ici, je vais l'écrire en dessous, la norme de tous les vecteurs vitesse, c'est V étoile. Et donc la vitesse quadratique moyenne, c'est la vitesse qu'auraient les molécules si elles avaient toutes la même énergie cinétique. Oui, c'est comme ça qu'on va le présenter. Et après, on peut faire des calculs un petit peu plus détaillés pour arriver à une formule plus mathématique, mais c'est vraiment le sens physique qu'il faut comprendre. Et c'est vraiment en lien avec l'énergie cinétique. D'accord, cette vitesse quadratique moyenne. Et voilà, il faut arriver à comprendre ça. Alors, c'est écrit dans le poly. Là, j'ai ma tablette qui rame un peu, là, donc je vais pas écrire une phrase entière, mais c'est bien ça qu'il faut retenir. Je vais me prendre le temps. V étoile. Voilà, la V étoile, c'est la vitesse qu'auraient les molécules, ENT, si elles avaient toutes la même énergie cinétique. Voilà. Alors on peut calculer cette vitesse quadratique moyenne dans un gaz pour l'air. Pour ça, il faut que je vous demande d'admettre un résultat. Alors c'est en ça que vous en parlerez plus en détail en SP. C'est ce 3,5 de kBT carré. Il se trouve que dans l'énergie des molécules dans un gaz, alors finalement, alors je vais écrire en dessous pour détailler. On va voir en dessous. L'énergie d'une molécule, l'énergie mécanique, c'est égal uniquement à son énergie cinétique.
Parce qu'il n'y a pas d'énergie potentielle. Dans un gaz, on néglige les interactions. Donc je vais l'écrire, énergie potentielle. Normalement, il y a une énergie potentielle pour la molécule. L'énergie potentielle liée aux interactions avec les autres molécules. Et ça vaut 0. Car pas d'interaction entre les molécules. Donc, il n'y a pas d'interaction, donc il n'y a pas d'énergie potentielle ici. Toute l'énergie est sous forme d'énergie cinétique. D'accord, c'est vraiment, c'est un point central du modèle du gaz parfait. Il n'y a pas d'énergie potentielle, et c'est ça qui fait que ça simplifie beaucoup les calculs, qu'on peut faire des calculs là-dessus. Et il se trouve que on peut montrer que l'énergie cinétique d'une molécule, alors pour la translation, ça vaut 3,5 de kBT, où Kb est la constante de Boltzmann et T la température. Voilà, vous en parlerez le plus en détail l'année prochaine. Là, on va l'admettre. Si on avait été en cours en présentiel, j'aurais peut-être parlé un petit peu plus de ce résultat. Là, c'est pas très important, on l'admet, c'est le plus simple. Mais c'est un résultat qu'il faut connaître, a priori, d'accord. Donc, c'est de le retenir. Il faut que ce 3,5 de KBT, il faut que ça vous parle, d'accord. Il faut que ça vous, quand vous le voyez, que ça vous rappelle un souvenir quand vous arriverez en SP. Et ça, c'est valable uniquement pour la translation. Je vais l'écrire ici, attention. Donc, une molécule, ça peut tourner. Et donc vous pouvez avoir une énergie cinétique liée à la rotation. Mais ce 3,5 de kBT, c'est uniquement pour la translation. Donc pour les mouvements de translation. Bien, et à partir de là, donc on connaît l'énergie cinétique, on sait que ça vaut 3,5 de kBT, donc c'est ce qui est écrit ici. Et du coup, l'énergie cinétique moyenne, ça vaut 1,5 de m fois ce v étoile au carré. Et donc on peut faire le calcul de ce v étoile, on peut le faire pour l'air par exemple, en prenant comme m la masse, comme m comme masse la masse de l'azote, du diazote par exemple, et on trouve des vitesses qui sont de l'ordre de 420 mètres par seconde. En fait, on trouve pour les vitesses des gaz dans l'air, dans le cadre du modèle du gaz parfait, et c'est assez proche de la réalité, on trouve des vitesses qui sont proches de la vitesse du son dans l'air. C'est un bon ordre de grandeur à retenir. En ordre de grandeur, la vitesse des molécules de diazote et dioxygène dans l'air, c'est l'ordre de la célérité du son dans l'air. Alors, cherchez pas à trouver un lien de cause à effet entre les deux. Voilà, on a établi une corrélation, mais c'est peut-être un hasard, d'accord. Enfin, c'est juste un moyen mémotechnique pour se rappeler de la vitesse. A priori, la célérité des ondes sonores, vous la connaissez, donc vous devez pouvoir vous souvenir de la vitesse des molécules dans l'air. Alors, deuxième chose qu'il faut. Voilà, dans la partie que je viens de faire, ce qu'il faut retenir, c'est cette notion de vitesse quadratique moyenne, ce que ça représente. Que c'est la vitesse qu'auraient les molécules si elles avaient toute la même énergie cinétique. Voilà, c'est pas mal. Alors, deuxième relation qu'il faut connaître, et là, en gros, c'est la relation la plus importante du chapitre, hein, c'est l'équation d'état. L'équation d'état, c'est la relation du gaz parfait. C'est une équation d'état qui va décrire l'état du système et qui va relier des variables d'état du système. Donc des variables qui vont décrire l'état du système. Et donc ça a été trouvé expérimentalement et ensuite ça a été justifié par la physique statistique, ça a été trouvé au cours du 18e et du 19e siècle par des expériences sur le gaz et c'est à la fin du 19e siècle que Maxwell et Boltzmann ont déroulé la physique statistique, ont introduit une notion statistique en physique en fait, pour décrire le mouvement des molécules dans un gaz, et ils ont à ce moment-là réussi à démontrer en fait, la relation du gaz parfait et tout ce que j'ai expliqué juste avant en fait, hein. C'est comme ça qu'ils ont fait. Alors PV égale NRT, il faut absolument la connaître par cœur cette relation. Je pense que, dites-vous que vous arrivez à un concours, tous les candidats se souviennent de la relation du gaz parfait. Ok, c'est euh, inenvisageable de ne pas connaître la relation du gaz parfait. Quelque chose soit clair. Le piège par contre, et là-dedans en fait il y a pas mal de candidats qui tombent, c'est les unités. Les unités, ça doit être les unités SI, et il faut faire attention parce que les unités SI, c'est pas forcément les unités qu'on vous donne. Pour la pression, l'unité SI, c'est le pascal. Et pas le bar. On va souvent vous demander, vous montrer le bar comme unité pour les gaz, parce que c'est plus adapté pour pas mal de situations, mais c'est bien le pascal qu'il faut utiliser et donc pas le bar. Le volume deuxième piège, le volume il est en mètres cubes.
l'unité SI du volume, c'est le mètre cube. En chimie, on a tendance à beaucoup utiliser le litre. Ici, faites attention, c'est pas le litre qu'il faut utiliser pour cette relation. Et troisième piège, la température en Kelvin. Bon là, il faudra prendre l'habitude de le faire en thermodynamique. Les températures vont être toujours en Kelvin. Dans certains cas, quand vous avez des différences de température, ça marchera de faire des degrés Celsius, mais par défaut, vous le faites en Kelvin. Okay, vous prenez pas de risque, vous convertissez en Kelvin, et vous verrez que des fois ça va se simplifier et ça marchera bien en degrés Celsius, mais vous faites pas. C'est dommage de se faire avoir là-dessus en fait. C'est dommage, vraiment dommage de se faire avoir parce qu'on s'est trompé d'unité pour la température. Donc par défaut, vous mettez tout en Kelvin, vous vous embêtez pas. Et enfin, N, c'est le nombre de moles de notre gaz qui nous intéresse ici. Donc là, ce qu'on va décrire, c'est vraiment, vous prenez une enceinte qui contient un gaz. Et si on peut modéliser ce gaz par un gaz parfait, alors vous avez les variables d'état qui sont reliées par cette relation-là. Donc vous avez un gaz dans une état de pièce, hein, vous avez une pression de 1 bar, un volume de 1 mètre cube par exemple, et une température de 300 Kelvin. À ce moment-là, vous avez cette relation-là qui relie toutes les grandeurs. Et N, c'est le nombre de moles qu'il y a dans le gaz. Et R, c'est la constante du gaz parfait, qui vaut 8,314 joules par Kelvin par mol. Et en fait, ce que vous pouvez noter, c'est que cette relation, c'est une relation qui est une relation sur des énergies. En fait, quand vous écrivez PV égale nRT, vous avez une égalité entre deux énergies ici, et la dimension de tous ces termes, de cette équation, en fait, hein, de ce produit, des produits de ces termes, c'est une énergie. Okay, pour des problèmes d'analyse dimensionnelle, ça peut être utile de savoir que ça, c'est une énergie. Voilà, et donc il faut absolument connaître cette relation et savoir l'utiliser, c'est un point central de ce chapitre. Alors, dernier point sur les propriétés à connaître, c'est ce qu'on appelle l'énergie interne. Donc je vous rappelle, l'énergie interne, quand vous avez un système thermodynamique, ce système a une certaine énergie cinétique macro, donc une énergie cinétique à notre échelle. Donc ça, c'est l'énergie cinétique, en gros, associée au mouvement général de notre gaz. Est-ce que notre gaz, si je prends une bouteille, je la remplis d'eau, je la lance, c'est l'énergie cinétique liée au mouvement de la bouteille. Vous avez l'énergie potentielle macroscopique. L'énergie potentielle macroscopique, c'est l'énergie potentielle liée à notre échelle. Donc ça va être l'énergie potentielle de pesanteur, ça va être l'énergie potentielle électrostatique si notre système il est plongé dans un champ électrique à l'échelle macroscopique, à notre échelle. Et ensuite, vous avez l'énergie interne. L'énergie interne, c'est toute l'énergie qu'il y a à l'échelle microscopique. Et donc, par exemple, pour un gaz parfait, l'énergie interne, c'est l'énergie cinétique. Parce qu'il n'y a pas d'énergie potentielle à l'échelle microscopique, on a négligé les interactions. Donc l'énergie interne, ça sera l'énergie cinétique, plus éventuellement de termes type énergie nucléaire, mais dont on ne va pas parler ici. Mais ici, finalement, l'énergie interne, ça va être surtout l'énergie cinétique. Or, on sait que, on a pu calculer l'énergie cinétique des molécules ici, donc on va pouvoir calculer l'énergie interne. Premier résultat, l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de sa température. Vu que l'énergie interne c'est que l'énergie cinétique et que l'énergie cinétique c'est la température, c'est pas forcément très surprenant. Mais en particulier ça dépend pas de la pression. D'accord, le fait que la pression augmente ne va avoir pas d'influence sur l'énergie interne du gaz. L'énergie interne dépend uniquement de l'énergie cinétique. Voilà, donc on dit que l'énergie interne du gaz parfait dépend d'une seule variable d'état. Alors ça, je l'exprime, cette phrase, c'est une reformulation moins précise de ce que j'écris au-dessus, mais c'est juste pour utiliser le vocabulaire adapté à la thermodynamique. Alors sur ça, quand tu fais la première loi de Joule, c'est pas au programme, mais je sais qu'il y a des profs qui vous parleront peut-être en colle de c'est quoi la première loi de Joule. Voilà, la première loi de Joule, elle dit que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Et on va pouvoir aller plus loin. En fait, on se montre que on connaît l'expression de l'énergie interne d'un gaz parfait, mais ça va dépendre de sa constitution. Alors pour un gaz parfait monoatomique, alors l'énergie interne vaut 3,5 de nRT, où n est le nombre de moles et t la température. Et donc ça, c'est à connaître par cœur. Et donc ça, encore une fois, c'est pour monoatomique, hein. On va voir après pour la suite. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir déduire la capacité thermique à volume constant pour le gaz parfait. Donc je vous rappelle, la capacité thermique à volume constant pour un gaz parfait, de manière générale, hein, la définition, c'est la dérivée de l'énergie interne par rapport à la température, à volume constant. Or ici, vous voyez que l'énergie interne, elle dépend uniquement de la température. Donc la dérivée partielle va se transformer en dérivée droite.
Et donc, si on fait le calcul, bah, vous dérivez U par rapport à grand T dans la relation qui est indiquée ici. Et donc, enfin, T est une variable simplement, et donc là on a juste une fonction linéaire, enfin U est proportionnel à T, hein, donc la dérivée va être très simple, et ça va me donner 3 demi de NR. Voilà, à connaître aussi, ceci étant dit, le résultat se redémontre très facilement. Si vous avez besoin de le redémontrer à chaque fois, c'est pas très grave. Par contre, il faut connaître l'expression de l'énergie interne. Et pour un gaz parfait diatomique, donc un gaz parfait diatomique, bon, je reviens après, mais monoatomique, ça veut dire que le gaz parfait est fait de composants qui sont faits d'un seul atome, donc d'un atome finalement. Et donc ça, c'est valable pour des gaz nobles principalement, hélium, argon, néon et ces choses-là. Donc si vous avez un gaz d'hélium, à ce moment-là, vous pouvez appliquer cette relation-là. Maintenant, pour un gaz parfait diatomique, donc là, vous avez un gaz parfait qui est constitué de molécules à deux atomes. Et donc là, ça va être O2, N2, H2. En fait, beaucoup de gaz que vous allez rencontrer vont être dans ce cas-là. Des gaz qui contiennent des molécules à deux atomes diatomiques. Et donc dans ce cas-là, l'énergie interne s'écrit 5,5 de nRT. Voilà. Alors pourquoi est-ce que l'énergie interne est plus grande? C'est parce que quand vous avez une molécule quand vous avez un gaz qui contient une molécule, elle va pas, enfin vous n'allez pas avoir d'énergie cinétique liée à la rotation propre. En gros, une molécule toute seule, enfin un atome tout seul, ça va pas tourner sur lui-même euh, ici, d'accord. Alors que quand vous avez une molécule diatomique, elle va pouvoir tourner sur elle-même, vous allez avoir un mouvement de rotation propre, et donc vous allez avoir à température donnée plus d'énergie, parce que la molécule va déjà se translater, et en plus tourner sur elle-même. Et donc vous allez avoir plus d'énergie. Donc c'est pour ça qu'il y a plus d'énergie pour à la même température dans un gaz parfait diatomique. Et donc l'énergie interne vaut 5,5 de nRT. Et de la même manière, on peut déterminer la capacité thermique à volume constant. Vous avez CV, je vais le mettre en noir, CV qui vaut, je ne refais pas le calcul, c'est direct, ça vaut 5,5 de NR. Et donc, encore une fois, cette capacité thermique à volume constant, ça a vraiment un sens précis qui est simple à interpréter. C'est l'énergie qu'il faut fournir pour augmenter la température de 1 degré Celsius ou d'1 Kelvin. Et donc là, vous connaissez, voilà, si je vous donne un gaz, je vous dis c'est un gaz parfait diatomique, il y a 2,3 mol, ben vous saurez quelle énergie il faut fournir pour chauffer de 1 degré ce gaz. Ce qui va être utile pour plein de transformations, euh, selon ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire un moteur ou des choses comme ça, ben, ça va être utile de connaître cette valeur-là. On a introduit un modèle, d'accord? On a introduit un modèle de gaz parfait, mais je vous l'ai dit dès le début que le modèle du gaz parfait, c'est un modèle. Le gaz parfait n'existe pas en vrai, d'accord? Les gaz réels ont des interactions entre elles et les molécules ont des interactions entre elles dans les gaz réels et en plus elles ont une taille qui est pas infiniment petite, elles ont une taille qui est finie, d'accord? Et donc la question qu'on va se poser sur la fin de cette partie, c'est est-ce que le modèle du gaz parfait permet de représenter efficacement les gaz réels, d'accord? Et alors, la réponse c'est oui, mais dans une certaine mesure, d'accord? On va y arriver. Et voilà, mais j'insiste bien là-dessus, hein, enfin, on dit bien le gaz parfait, et pas les gaz parfaits, parce qu'il n'y a qu'un seul gaz parfait. Le gaz parfait, c'est le gaz dans lequel il n'y a pas d'interaction entre molécules, et les molécules sont ponctuelles, d'accord? Donc c'est le modèle du gaz parfait, est un modèle, il n'a pas d'existence réelle. Mais certains gaz vont pouvoir se rapprocher d'un gaz parfait. Et donc, pour ça, on va imaginer une expérience. On va imaginer une expérience qui va nous permettre de mesurer certaines propriétés du gaz parfait. Enfin, pardon, qui va nous permettre de mesurer justement les propriétés d'un gaz réel, ou de plusieurs gaz réels, et de comparer à ce qu'on aurait si on avait un gaz parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par tracer un diagramme PV en fonction de P. Et on s'appelle ça le diagramme d'Amaga. Et on va le faire alors on pourrait le faire pour différents gaz, là je vais montrer les mesures pour l'air, mais on peut faire la même chose pour d'autres gaz. Alors l'idée, c'est qu'on va mesurer, on va prendre un volume de gaz, enfin une certaine quantité de mol de gaz, ou d'air par exemple, et donc on va avoir n mol, et on va fixer son volume à une valeur V. Et on va fixer la température à une valeur T. Et on va mesurer la pression. Une fois qu'on a fait ça, on va changer le volume. Donc par exemple, on pourrait imaginer que notre enceinte est munie en fait d'un piston qu'on va
comprimer, enfin qu'on va pousser. Et donc ça va faire baisser le volume et ça va modifier tous les autres paramètres a priori, d'accord? On a PV égale NRT, si le volume augmente, on peut avoir tous les autres paramètres qui vont varier. Alors a priori N va être gardé constant, donc c'est la pression et la température qui varient. On va se débrouiller pour avoir une température constante. Et comme ça, on va avoir une nouvelle valeur de pression. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va obtenir un tableau de valeurs PV et T enfin de pression et de volume à T constant, et on va calculer le produit P fois V. Voici une petite simulation d'un gaz qui va permettre de mieux expliquer le principe de l'expérience pour relever les données pour le diagramme d'Amaga. Alors là, vous avez ici une simulation d'un gaz, d'accord, où les petites boules rouges représentent les molécules qui sont dans le gaz. Alors, pour vous fixer une idée, dans cette simulation, vous allez avoir à la fois un ordre de grandeur de taille, ici, donc de la largeur de la boîte dans laquelle est le gaz, et aussi un chronomètre qui va vous donner aussi l'ordre de grandeur du temps. Et donc, on est vraiment sur des durées de l'ordre de la picoseconde et des distances toutes petites ici pour le nombre de molécules qu'on a là. Alors, on a deux choses qui sont mesurées. Vous avez la pression qui est mesurée ici, c'est mesuré comme le nombre de chocs qu'il y a sur les parois. Et aussi, vous avez la température du gaz en Kelvin qui est indiquée ici. Bien, et donc, on peut changer la température en jouant là-dessus, on va le faire juste après. Heat, ça veut dire chauffer, et cool, ça veut dire refroidir, évidemment. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de cet état-là. Et partant de cet état-là, on va mesurer la pression et le volume, la pression du gaz et le volume occupé par ce gaz. Donc ici, on va avoir à peu près 7,5 atmosphères, d'accord, donc autour de 7,5 bars. Et on va mesurer le volume. Donc là, vous avez 15 nanomètres, fois évidemment les autres dimensions. Donc on a la pression et le volume pour cet état-là. Ensuite, on va comprimer le gaz. Et donc je vais déplacer la paroi ici. Et vous voyez qu'en déplaçant la paroi, j'ai la température qui augmente. En haut à droite, j'étais à 300 Kelvin au début, je suis maintenant à 334 Kelvin. Et ça, c'est quelque chose d'assez général. Quand vous comprimez un gaz, la pression augmente, évidemment. Avant, on était plutôt vers 7,5 bars, on est maintenant vers 10 atmosphères, 10 bars, c'est à peu près pareil. Donc ça, c'est attendu, évidemment, quand on comprime un gaz, on augmente sa pression, mais en plus, on va augmenter sa température. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête, on en reparlera un peu dans les chapitres suivants. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir les mesures toujours à la même température. Et donc, je vais refroidir mon gaz jusqu'à avoir une température de 300 Kelvin de nouveau. Voilà, je suis à 300 Kelvin, et donc à ce moment-là, vous allez avoir une pression de 9 bars. Donc c'est déjà plus que la pression qu'on avait avant, qui était à 7,5 bars, d'accord? Et voilà, donc là, j'ai mon deuxième point de mesure, je vais prendre la pression dans cet état-là, et le nouveau volume. Okay. Avant, j'étais à 15 nanomètres, maintenant je suis à 13 nanomètres, ça me donne la nouvelle valeur de volume, en multipliant par la profondeur et la hauteur, et j'ai une nouvelle valeur de pression qui est vers 9 bars. Et je recommence. Donc je recommence, je vais comprimer le gaz, j'ai la pression et la température qui augmentent, donc maintenant je suis plus vers 15 bars et je suis passé de 13 nanomètres à 9,4 nanomètres. Et je vais nouveau baisser la température pour redescendre à 300. Je suis à 300 nanomètres et donc je vais à nouveau relever la pression et le volume dans cet nouvel état. Et donc j'ai encore une fois la pression qui a augmenté, je suis maintenant plutôt vers 12 bars et le volume qui a évidemment diminué. Et je recommence, j'allais en faire une dernière fois. J'ai bien comprimé mon gaz, j'ai la température qui a beaucoup augmenté maintenant, et la pression qui a beaucoup augmenté. Je refroidis. Voilà, et donc je prends encore une fois la mesure de la pression et la mesure du volume du gaz dans cet état. Et donc vous voyez qu'en faisant cette expérience, vous faites ça avec un vrai gaz, vous pouvez mesurer la pression et le volume pour différentes valeurs de volume, et en gardant la température pareil, d'accord, pour chaque point de mesure. Et c'est vraiment la mesure qui est à la base du diagramme d'Amaga. Demandons-nous maintenant quelle va être l'allure du diagramme PV en fonction de P pour un gaz parfait. Alors clairement, la simulation que j'ai montrée juste avant, c'est pas du tout un gaz parfait. Les molécules ont une certaine taille, elles sont pas ponctuelles, et en plus elles interagissent entre elles rien que via les chocs, d'accord. Donc c'est pas du tout un gaz parfait. Donc les mesures qu'on aurait pu faire sur ce gaz ici n'auraient pas donné les mesures pour un gaz parfait.
Alors, mais maintenant, on va réfléchir à ce qu'on va avoir pour un gaz parfait en utilisant, évidemment, la relation du gaz parfait. Alors, donc, on sait que pour un gaz parfait, la relation du gaz parfait nous dit que PV est égal à nRT. Si T est fixé, donc si T est égal à T0 constant, lorsque P varie, en fait, si N et T sont constants, ben nRT il est constant, parce que nRT0 est constant, même si P varie. Donc, PV est constant. Ce qui signifie que si on trace le diagramme PV en fonction de P pour un gaz parfait, on aura quelque chose de constant, parce que PV ne dépend pas de la pression. D'accord? PV ne dépend que de la température, et la température est constante. Donc si on fait le tracé à une température T0 donnée, on va avoir une droite horizontale. Si on prend une température T1 supérieure à T0, alors on aura une droite horizontale décalée vers le haut, parce que le produit PV est proportionnel à T. Encore une fois, PV ne dépend pas de P, vu que PV égale nRT, tout simplement. Donc PV est une constante pour le gaz parfait à température donnée. Et donc voilà, donc ce qu'on va regarder, c'est est-ce que on va regarder le diagramme PV en fonction de P pour un gaz, pour l'air en l'occurrence, et on va regarder si on obtient quelque chose qui ressemble à un gaz parfait, d'accord? Alors voici les courbes qu'on va obtenir. Alors j'ai tracé PV en fonction de P sur la première courbe et PV sur nRT en fonction de P sur la deuxième courbe. Ça me permet de normaliser parce que pour un gaz parfait, PV sur nRT, ça doit être égal à 1. D'accord? Donc si vous avez PV sur nRT qui est égal à 1 pour un gaz, alors ça veut dire que ce gaz se comporte comme un gaz parfait. Et si PV sur nRT est différent de 1, alors ce gaz ne se comporte pas comme le gaz parfait. Alors on va regarder d'abord cette courbe, et vous voyez que, à droite ici, à gauche ici, vous voyez que pour certaines températures, vous avez toutes les valeurs de température qui sont indiquées ici, avec les couleurs et les symboles différents, vous voyez que pour certaines valeurs de température, vous avez des choses qui ressemblent à des droites, d'accord? Donc c'est principalement les courbes qui sont ici, donc la courbe bleue c'est pour 400 Kelvin, et ici la orange c'est pour 300 Kelvin, donc température ambiante, et la verte c'est 250 Kelvin. Et vous voyez qu'ici, donc les courbes que j'ai entourées en rouge, oui, on a quelque chose d'à peu près horizontal, une courbe à peu près horizontale, ce qui correspond à ce qu'on attendait pour un gaz parfait. Par contre, quand on commence à baisser la température, donc on descend en dessous de 200 Kelvin, à ce moment-là, vous allez avoir une sorte de pic, enfin de creux dans la courbe va être décroissante, puis croissante, quand la pression augmente. Et ça, c'est un comportement qu'on va retrouver dans le diagramme PV sur nRT en fonction de P. Si on avait un gaz parfait, on devrait avoir la courbe que je trace en noir, là, d'accord? Ça, c'est pour un gaz parfait, PV sur nRT est égal à 1, quelle que soit la pression. Et donc, pour les courbes vertes, orange et bleu, on n'est pas si loin du modèle du gaz parfait. Et donc ça, c'est pour l'air, hein, je vais pas préciser, mais on s'intéresse à l'air. Et donc, encore une fois, vous allez avoir pour les trois températures vers la température ambiante, un peu en dessous et au-dessus, vous allez avoir un comportement proche du comportement du gaz parfait. Alors que pour des températures inférieures, donc ici, à ce moment-là, vous avez un écart manifeste au comportement du gaz parfait. Et donc là, ce qu'on va pouvoir... alors, on va admettre la généralisation, mais là, on constate que quand les températures sont assez grands, d'accord, quand T est grand, alors l'air ressemble à un gaz parfait. Quand T n'est pas grand, donc ce que j'ai entouré en bleu, vous voyez que, donc je vais le refaire en bleu, à basse pression, ici, donc pour P proche de 1 bar, alors vous allez quand même avoir PV sur nRT qui est égal à 1, d'accord? Donc pour T petit, vous avez et P proche de 1 bar, alors vous allez avoir l'air qui se comporte aussi comme un gaz parfait. Et donc ça c'est un résultat qu'on va généraliser, c'est qu'un gaz se comporte comme un gaz parfait quand la température est grande et que la pression est petite.
Alors les critères grands et petits sont pas forcément évidents à quantifier en termes de chiffres. Souvent, il faut être loin du point critique, d'accord? Le point critique, donc la limite entre la frontière entre le solide et le liquide, non, le liquide et le gaz dans le diagramme pression-température. Voilà, il faut être loin de ce point-là pour que le gaz se comporte comme un gaz parfait, mais même ça, c'est pas si évident, d'accord? Donc on peut retenir qualitativement qu'il faut que la température soit grande et que la pression soit petite pour que ça marche. Donc, j'ai pas insisté sur les échelles, mais vous voyez qu'ici, on prend les mesures entre 0 et 200 bars. La pression atmosphérique, c'est 1 bar, c'est tout petit sur ce diagramme ici, hein, d'accord? Donc l'air se comporte clairement comme un gaz parfait à température et pression ambiante, sans aucun souci, et vous, même en refroidissant l'air, vous allez quand même encore pouvoir le modéliser par un gaz parfait sans aucun problème. Alors, il existe une autre manière de visualiser ces données qui vont donner à peu près le même résultat. D'accord? C'est au lieu de tracer le diagramme PV en fonction de V, donc là, en fonction de P, c'est ce qu'on avait fait juste avant, on peut tracer le diagramme P en fonction de V. Alors, V, ici, c'est un petit v, c'est le volume massique. Donc, c'est le volume pour une unité de masse. Donc, c'est le volume qu'occupe, par exemple, 1 kg de gaz. Alors, pour un gaz parfait, encore une fois, pour retrouver ce qu'on doit avoir, on va partir de la relation du gaz parfait. On doit avoir PV qui est égal à nRT. Et donc, P, ça vaut nRT sur V. Nous, on cherche à l'exprimer en fonction, pas du volume, mais du volume massique. Et donc, on doit faire apparaître le volume divisé par la masse. Et pour ça, on va utiliser la masse molaire. Et donc, petit n, le nombre de moles, ça vaut petit m la masse sur grand M la masse molaire de l'air. Et donc on obtient P qui vaut RT sur grand M fois 1 sur petit v. D'accord? Petit v ça vaut grand V sur petit m. Et donc on doit avoir, pour un gaz parfait, P qui vaut une constante divisé par V si T est constant. Et donc on va avoir une hyperbole. Alors en général ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt tracer en échelle log, parce que ça permet de mieux représenter. En effet, en échelle log, si je prends le log de cette expression, je vais avoir le log de la pression, qui vaut le log de cette constante, qui est évidemment une constante, moins le log du volume. Et donc, si je trace log de P en fonction de... Enfin, plutôt comme ça, si je trace en ordonnée log de P et log de V en abscisse, donc l'équation de la droite, à ce moment-là, ça sera y qui vaut log de la constante moins x. Et donc, on a une fonction affine de pente moins 1. Et donc, si on a un gaz parfait, alors on aura cette courbe-là dans le diagramme P petit v. Je vais vous montrer ce diagramme P petit v pour le dioxyde de carbone maintenant. D'accord, j'ai pris une donnée pour un autre gaz. Alors, vous avez des courbes, vous avez un faisceau de courbes ici, et vous avez des courbes tous les 40 degrés. Et la température augmente quand je fais les courbes dans ce sens-là. Et vous constatez, encore une fois, que quand la température est grande, donc ici ça veut dire T égale 300 degrés Celsius, vous allez avoir des courbes qui ressemblent bien à des droites affines. C'est ce qu'on attendait, d'accord? Je peux tracer une droite ici, et vous voyez que les courbes suivent bien cette droite. Et donc, vous avez le dioxyde de carbone qui ressemble à un gaz parfait quand T est grand. Encore une fois, grand ici, c'est de l'ordre de supérieur à 100 ou 200 degrés Celsius ici. Et en plus, vous allez aussi, si vous regardez maintenant à basse température, donc plutôt les courbes qui sont de ce côté-là, du faisceau, si vous êtes à basse pression, donc ici vous voyez que je commence à 10 bars, donc ce qui est quand même en fait assez grand. Enfin, la pression atmosphérique c'est 1 bar, donc à partir de 10 bars c'est quand même, j'ai augmenté la pression par 10, ce qui est pas du tout négligeable. Mais vous voyez que déjà autour de 10 bars, à 40 degrés, vous avez des droites, d'accord? Une droite affine ici. Donc là par contre, vous avez un écart, donc là le modèle du gaz parfait ne marche pas. Par contre ici, quelle que soit la température, le modèle du gaz parfait va bien marcher. Et donc,
Le dioxyde de carbone se comporte comme un gaz parfait quand la température est grande, ça c'est après clair, et aussi que la pression est petite. Et encore une fois, la température, la pression et la température ambiante, ça va être pas du tout sur le diagramme, d'accord, ça va être plutôt ici. Et en fait, le dioxyde de carbone se comporte bien comme un gaz parfait à la température ambiante. Et en fait, on verra un peu plus tard que le point critique du dioxyde de carbone, il est quelque part ici. Ça, c'est le point critique. Et donc, pour les courbes qui passent pas loin du point critique, c'est là où vous allez avoir un écart au modèle du gaz parfait. Okay. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez garder en tête pour un critère semi-quantitatif. Mais en vrai, quand on vous demandera quelles sont les limites du modèle du gaz parfait, vous pourrez dire qu'un gaz se comporte comme un gaz parfait uniquement quand la température est grande et que la pression est petite. En sachant que pour la plupart des gaz, température ambiante, c'est suffisant pour avoir une température grande. Donc voilà, voici le résultat qu'on va retenir. Le modèle du gaz parfait est valable à basse pression et à haute température. Et pour l'air, ça marche, y a pas de souci. Vous pouvez modéliser l'air comme un gaz parfait sans trop de problème. Il peut y avoir des petites expériences dans lesquelles vous pouvez mettre en évidence des petits écarts, on pourra en parler. Mais dans la plupart des cas que vous allez rencontrer, ça sera valable sans aucun problème. Dans la partie grand 2, nous avons étudié les gaz et nous avons donné un modèle, le modèle du gaz parfait, qui permet de représenter de manière raisonnable le comportement des gaz, en tout cas dans les conditions habituelles que nous allons rencontrer. Dans la partie grand 3, nous allons nous intéresser aux deux autres états de la matière, liquide et solide. Et on va donner un système modèle pour ces deux états, le modèle de la phase condensée idéale. Alors, de la même manière que on a commencé par commencé la partie sur les gaz par une constatation sur la distance entre les molécules, on va commencer ici la partie par des constatations sur les propriétés des solides ou des liquides. Et donc on appelle phase condensée un solide ou un liquide, donc ce modèle s'appliquera aux deux phases. Alors, pour les phases condensées, que ce soit solide ou liquide, vous avez des masses volumiques qui vont être bien plus importantes que pour un gaz, d'accord? L'ordre de grandeur, c'est en gros, vous êtes 1000 fois plus grand. La masse volumique d'un liquide, d'un solide va être 1000 fois plus grande que d'un gaz. Alors ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, d'accord? Mais l'ordre de grandeur va être le suivant. C'est beaucoup plus dense. En plus, quand vous augmentez la pression sur une phase condensée, que ce soit liquide ou solide, le volume va très peu varier. D'accord? C'est une constatation expérimentale. Et en plus, quand vous chauffez une phase condensée, le volume varie très peu. Il va varier un petit peu, mais ça va être très petit par rapport aux variations de volume qu'on va observer dans un gaz. D'accord? Et donc le fait que finalement le volume dépende très peu de la pression et de la température va nous permettre de faire une hypothèse simplificatrice sur les phases condensées. Et donc, on va dire que dans le modèle de la phase condensée incompressible indilatable, le volume est constant, quelle que soit la température et la pression. Et donc, on va écrire l'équation d'état, V, donc le volume, qui est égal à N, la quantité le nombre de moles qui constitue la phase condensée, fois Vm, où Vm est le volume molaire, qu'on va considérer comme constant. A priori, et expérimentalement, on doit avoir Vm qui va dépendre de la température et de la pression, par exemple. Mais là, on va négliger cette dépendance. On va supposer que le volume molaire est constant, et donc qu'on va avoir une équation d'état toute simple, V égale N fois une constante. Alors évidemment, tant que vous connaissez pas VM, cette équation d'état est pas exploitable, et on va jamais l'exploiter sous cette forme-là, l'équation d'état. En fait, là, on va juste... vous verrez dans le chapitre suivant que cette relation va nous permettre de simplifier d'autres expressions qu'on rencontrera au fur et à mesure des concepts, au fur et à mesure qu'on introduira des nouveaux concepts en thermodynamique. Et on va admettre que l'énergie interne d'une phase condensée incompressible indilatable ne dépend que de la température. A priori, U est une fonction de la température, mais aussi de la pression, du volume et d'autres paramètres, d'accord? Ici, on va faire l'hypothèse que U ne dépend que de la température. Alors ça va dépendre de N évidemment, mais pour un corps donné, qui a un nombre de moles fixé, alors l'énergie interne ne dépend que de la température et pas des autres paramètres.
Et de fait, c'est quelque chose qui se vérifie bien, d'accord? Si on fait les mesures donc si on fait les mesures d'énergie interne en utilisant la capacité thermique, on se rend compte que ce modèle marche plutôt bien. Et on peut énoncer une loi justement sur la capacité thermique molaire à volume constant des phases condensées incompressibles indilatables. On peut montrer que CVM, donc cette capacité thermique, vaut 3 fois la constante des gaz parfaits R. Alors ça c'est une loi qui a été trouvée expérimentalement initialement et qu'on arrive à démontrer maintenant dans la physique statistique. Alors ce qu'il faut savoir le résultat important dans cette partie, c'est ça. C'est que l'énergie interne d'une phase condensée incompressible indilatable ne dépend que de la température. Tous les autres résultats que je présente ici sont moins importants, d'accord, sont pas forcément à savoir. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est évidemment les hypothèses du modèle de la phase incompressible indilatable et ce résultat-là. Et on l'exploitera à partir du chapitre suivant